Bonjour, nous sommes le 25 janvier 2026 avec une matinée. On a retrouvé des vivres matinales venant du froid de la nuit. On a eu cette figure la nuit précédente et en matinée, on a retrouvé du givre matinal. Donc, aussi bien la journée la matinée d'hier que la matinée d'aujourd'hui. Donc, c'est un schéma qui se répète par rapport au matin d'hier. Alors, après avoir parlé de ça, je vais vous présenter ici une vidéo qui va parler du carbone. Voilà. Le carbone peut se trouver dans trois états, l'état naturel, l'état libre et l'état combiné. L'état naturel, l'état libre et l'état combiné. Alors, l'état naturel, on va dire que le carbone, c'est l'élément qui se rencontre sous le plus de formes dans la nature, voilà, plus de formes, plus de variétés qu'on peut trouver dans la nature. C'est l'état naturel. Le carbone, c'est un élément aux multiples usages, aux multiples facettes. À l'état libre, on va dire qu'il se rencontre sous différentes variétés aussi. On peut notamment le trouver sous forme de diamant, voilà, et graphite. Alors, le diamant et le graphite sont une forme de carbone cristallisé, hein. Donc, ça donne un édifice bien spécifique qu'on se trouve dans voilà, les réseaux de Bravais. Donc, le diamant et le graphite, qu'on se trouve à l'état libre, sont les deux formes de carbone qui sont pures et cristallisées. Euh, Peut-être ça, je vais en parler après. C'est quelque chose de très important, hein. On peut se trouver les houilles, le charbon de bois, le charbon de cornu, le noir animal. Là, ce sont des variétés qui sont de type amorphe. Donc, l'amorphe, c'est l'édifice cristallin, c'est comme on va dire des bâtiments, hein. C'est comme des bâtiments. Voilà, les tubes, la face centrée, forme rhomboédrique, etc. Bon, il y a des noms, des appellations à ça. Là, par contre, amorphe, il n'y a pas une structure définie. Voilà. On va dire que il fait pas partie du réseau de Bravais, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas une structure, on va dire des cristaux qui s'établissent au travers d'une structure bien définie, donnant une certaine forme aux cristaux. On crée le réseau de Bravais. Alors, ici, comme je l'ai dit, on va retrouver, comme je l'ai dit, en une forme amorphe, on va retrouver, oui, bonne, charbon de bois, charbon de cornu, le noir animal, bien sûr. Bon, je vous cite quelques-uns, mais il y a aussi le noir animal qu'on peut trouver là-dessus, en format amorphe. Euh, donc, comme je l'ai dit, à l'état naturel, on le carbone qui est l'élément qui se retrouve sous diverses formes, bien sûr, dans la nature, hein, dans l'état naturel, dans la nature. Dans l'état libre, bah, il se rencontre sous différentes variétés. On trouve le diamant et le graphite, qui sont deux formes de carbone qui sont pures cristallisées, et on retrouve bien sûr, oui, le charbon de bois, chez le cornu, le noir animal, qui sont des variétés amorphes, qui sont riches en carbone, hein. Ce sont des variétés amorphes, riches en carbone, tout ça. Donc, oui, le carbone, le charbon de bois, le carbone de cornu. Ah, le noir animal, je m'excuse, c'est le noir animal. Le noir animal, ouais, tout ça, de toute façon, c'est riche en carbone. Tout ça, c'est riche en carbone. Voilà, faut dire ça comme ça. Alors maintenant, on peut aussi le trouver à l'état combiné. Bon, à l'état combiné, on va dire que le carbone,
forment les nombreux carbonates, notamment ceux qui constituent le CO2 qu'on trouve dans l'atmosphère. Ouais, le carbone, on peut le trouver partout, hein. Aussi bien sur Terre, en mer, sous terre, sur mer, dans l'air. Et donc l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, on a du CO2. Voilà, le CO2, il est un peu partout. Et on peut retrouver du CO2 dans toutes les planètes, dans beaucoup de planètes. Alors il existe, paraît-il, une j'en suis pas si sûr de ce que je raconte, mais en tout cas, j'aurais entendu ça à peu près une certaine presse. Il avait dit qu'à un moment donné, ils avaient trouvé une planète constituée de diamants. Mmh. Je ne sais pas quelle était la le pourcentage de constitution de diamants. En tout cas, c'était une planète, d'après eux, c'était une planète diamant. J'ai pas été voir, je ne saurais pas vous le dire. Moi, je fais que répéter, oui, voilà ce que certaines presses ont dit à certains moments. Bon, si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est pas vrai, c'est... Bon, on peut se dire que ça peut exister une planète en diamant. Parce qu'il existe tellement de planètes. euh, on peut se dire qu'une planète en diamant pourrait exister dans tout ce contrat de euh, planètes existantes. Voilà, c'est pour ça que bon, je ne le dis pas avec des pincettes parce que c'est possible. On va dire que on va pas dire que c'est de l'ordre de l'impossible, mais c'est peut-être possible de trouver une planète du diamant. Alors, sur Terre, le diamant, c'est rare, comme l'or, c'est rare. On peut trouver à même le sol, voire dans le sol. Alors, putain, voilà. Quand il y avait la conquête de l'Ouest, beaucoup de gens allaient dans les ruisseaux ramasser voilà, des pépites d'or. Voilà. Comme maintenant, beaucoup de gens cherchent évidemment. Bon, maintenant, normalement, quand on a une zone qui est riche en or, en diamant, bien sûr, on limite la zone et c'est fait partie de l'État. C'est comme le charbon ou le pétrole. Voilà. Tout ce qui appartient à un certain niveau du sol appartient à l'État. Même si vous avez acheté un terrain, si en dessous on trouve du pétrole, ben, certains États ont légiféré comme quoi, ce qui se trouve en dessous de la maison, s'il y avait du pétrole, ben ça, ou du charbon, peu importe, du fer, ou une mine de ce que vous voulez, ben, ça appartenait à l'État. Donc, on a des zones comme ça riches en minerais, on limite la zone pour éviter que bon, ça soit exploité par n'importe qui, même sinon n'importe qui viendrait de n'importe où. C'est ce qui s'est passé avec la conquête de l'Ouest. Les gens sont privés, voilà, ils ont, bon, ont pris des terrains comme ça, voilà, ils ont pris des terrains euh, et ils allaient exploiter d'autres terrains qui leur pensaient que, bon, qui étaient de leur plein droit de prendre. Alors bon, ils allaient dans des rivières et et ils allaient exploiter l'or dans les rivières. Comme il y a des terres, voilà, des terrains, celles où il y a de l'or, où certaines personnes viennent chercher l'or. Voilà, alors que bon, ça appartient, voilà, bien sûr, du domaine de l'État, du domaine de l'État. Voilà, donc, je vous disais, donc, à l'état privé, le CO2, bah, c'est une forme, bah, voilà. On peut trouver donc, comme je vous l'ai dit, de nombreux carbones. Le carbone peut se trouver, enfin, le carbone forme. Ah, ils forment de nombreux carbonates hein, et qui existent. Et, comme je l'ai dit, ils constituent le CO2 de l'atmosphère et c'est un constituant de toute matière organique qu'on retrouve aussi bien. Donc, le carbone, on peut le retrouver sous terre, en mer et à l'air libre, donc, dans l'atmosphère. Mais c'est aussi, le carbone est dans les matières minérales et végétales, c'est-à-dire les matières organiques. Enfin, je m'excuse, les matières minérales et vivantes, c'est ça que je voulais dire. Elle se retrouve dans les matières minérales, comme je l'ai dit, sous terre, voire au sol, voire dans l'eau, voire dans l'atmosphère. Mais on peut retrouver ça, bien sûr, dans les matières vivantes, comme les animaux et les végétaux. Donc, le carbone, vous aurez compris que le CHON, bon, ce sont les éléments de chimie organique ou dans la chimie des êtres vivants.
c'est-à-dire la chimie des végétaux et des animaux, là, on trouve le carbone dans les animaux et les végétaux. Alors, on estime à 1 million le nombre de composés du carbone, hein. Les composés du carbone, on les estime à 1 million. Alors, après avoir vu donc, comment, dans quel état pouvait-on trouver le carbone, c'est-à-dire l'état naturel, l'état libre ou l'état combiné, je vous parler des propriétés physiques de justement de chacun d'eux, c'est-à-dire des formes cristallines et des formes amorphes. Alors, sachez une chose, le carbone, il est insoluble dans tous les solvants qui sont bien sûr connus. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, on peut le dissoudre, le dissoudre. Vous aurez compris que, bon, c'est ceux qui travaillent le carbone, ils savent bien comment on le dissout. Et bon, vraiment dans les aciéries, etc., les aciéries, coqueries, etc., bon, ils travaillent beaucoup de carbone, hein. Donc, s'il y a des ateliers, ils savaient bien, eux, ils savaient bien, quand j'ai dit eux, les ouvriers savaient bien comment dissoudre le carbone. En fait, le carbone, il se dissout, voilà, avec du fer ou avec de l'argent, attention, en fusion. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, le carbone se présente sous de forme cristalline. Le diamant et le graphite, pas le graphite, le graphique. Qui graphique, c'est graphite. J'ai marqué graphique. On va corriger ça. C'est le graphite, le graphique. Alors, le graphite, vous connaissez très bien parce que c'est ce que vous avez dans les mines de crayons, hein. Les mines de vos crayons est constituée de graphite. Graphite. Les deux formes cristallines du diamant, je m'excuse, les deux formes cristallines du carbone sont le diamant et le graphite. Alors, le diamant, c'est une variété de carbone pur qui est cristallisée, euh, avec les cristaux qui sont très, très durs. Ils sont très durs, les cristaux. En plus de ça, ces cristaux sont incolores. Hum, Bon, ils sont transparents et très réfringents dans les variétés utilisées en joaillerie. Voilà, il y a des variétés qui sont utilisées en joaillerie. Voilà, ils travaillent là-bas, la joaillerie, les diamantaires travaillent le diamant pour lui donner un aspect très travaillé du joyau en diamant. Bon, il faut savoir que la taille du diamant est nécessaire pour que le diamant acquiert le maximum de pouvoir dispersif. Donc, ça a à voir avec la taille. Pour avoir un maximum de pouvoir dispersif, oui, vous voyez que le diamant est de lui, voilà, il- il a un aspect très réfringent, bien sûr, vers de la lumière, vers de la lumière. Et donc, les joailliers, bon, ils aiment bien travailler avec les gros diamants. Et plus le diamant il est gros, et plus il coûte cher. Alors, plus il est gros, bien sûr, vous aurez compris qu'il a il est gros, plus son poids sera grand. Plus il est gros, plus son poids sera grand. Et on va dire que le poids du diamant est évalué en carats. Et vous savez très bien que un carat, c'est 0,2 grammes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faisait 10 carats, 10 carats, c'est 2 grammes. C'est 2 grammes. Alors, je vais vous dire tout de suite, hein, à quelques exceptions près, bon, il y a des exceptions, hein. Bon, le tout, c'est de faire tomber sur l'exception, c'est surtout ça. Mais c'est que les diamants pèsent moins de 5 carats en général. Mais on peut trouver des exceptions. Quelqu'un qui fait une mouche, voilà, dans un endroit où on peut, à forte probabilité de trouver des diamants. Voilà, s'il trouve un gros diamant,
peut tomber sur un diamant qui est supérieur à 5 carats. Mais en général, les diamants qu'on retrouve sont inférieurs à 5 carats. Voilà, 5 carats. Et bien sûr, plus on monte en carats et plus, plus c'est cher. Bien sûr, le diamant, il est pris à l'état brut, dans des sols, enfin, voilà, dans le sol ou voilà, dans le sol, par exemple, dans le sol, quelqu'un qui trouve un diamant dans le sol, voilà, il l'extrait et puis bon, il le donne à travailler à des joailliers. C'est là que on va peaufiner le diamant pour voir les diamants très travaillés. Très travaillés, c'est-à-dire ayant des aspects, des formes bien précises, avec une grande effringence et voilà, on lui donne un maximum de, voilà, de caractéristiques qui sont euh, c'est pro un diamant bien travaillé. On lui donne ses propres caractéristiques. Sachez ici, retenir que un carat, c'est 0,2 grammes. Alors, il existe, tous les diamants ne sont pas tous purs, hein, parce qu'il existe aussi des variétés de diamants qui sont dits, il y a les incolores, on va dire que les diamants purs, donc dans la variété de diamants, hein, je parle du diamant. On a des carbones purs qui sont cristallisés, et ces cristaux sont très durs, qui sont incolores, transparents et très infringents dans les variétés utilisées en joaillerie, mais on va dire que on a des variétés aussi de diamants qui sont opaques, moins purs. Et ceux-là, justement, ils sont utilisés pour réaliser on va dire, des pointes d'outils. Des pointes d'outils. Alors, ceux qui utilisent ce qu'on appelle des meuleuses d'encre, ouais, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ils appellent ça des meuleuses d'encre, qui n'est rien d'autre qu'une meuleuse d'encre, qui n'est rien d'autre qu'une disqueuse, hein. Alors là, c'est une disqueuse. Bon, dans les disqueuses, il y a toutes les tailles de disqueuses. Il y a une petite disqueuse manuelle, utilisée par comment on appelle, alors, je fais une petite parenthèse, quand on utilise les disqueuses, il faut faire très attention, hein. Que quand ça coupe, ça coupe les membres, voilà, ça peut sectionner plusieurs membres, hein. Enfin, plusieurs, c'est plus dangereux de toujours travailler avec des protections et de faire très très attention et voir si tout est bien bloqué au niveau voilà, du disque, d'une meuleuse d'angle ou d'une disqueuse. Je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que les accidents au meule, c'est grave, hein. Je veux dire, c'est toujours voilà, beaucoup de handicaps naissent à partir de meuleuses d'angles, hein. Une fois qu'on a trois, quatre doigts sectionnés, et, c'est pas toujours réparé trois, quatre doigts sectionnés. Parfois, il faut perdre un doigt ou deux doigts, ouais, ou etc. Voilà, avoir un membre complet. Donc c'est pour ça que je vous dis, ici, je fais une petite parenthèse pour ceux qui travaillent, je veux dire, avec des disqueuses, ce qu'on appelle des disqueuses, faire très attention, parce qu'en plus de ça, il existe des petites disqueuses, voilà, il existe des grandes disqueuses et des très grandes disqueuses montées sur machine, hein. Pourquoi? Parce que tout dépend ce qu'on veut couper. Ce qu'on veut couper. Si on veut couper des pierres, si on veut couper voilà, du béton, si on veut couper des briques, voilà, si on veut couper des grandes surfaces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que Heu, là, faut faire très attention aux disqueuses, qu'on appelle des meuleuses d'encre et là, on retrouve ouais, on se trouve, si vous voulez, le diamant, bien sûr pas à l'état pur, hein, c'est pas du diamant à l'état pur et donc même si vous prenez, ce qu'on appelle, une meule, voilà, une meule. Une meule, c'est pour aiguiser, des pointes d'outils, voire, aiguiser ce que vous voulez, hein. Vous pouvez aiguiser un couteau, vous pouvez aiguiser ce que vous voulez. Tout ce qui est à pointe ou à lame, peut-être, aiguisé au travers d'une meule. Eh bien, ensuite, de la poudre diamant avec de la poudre diamant fabriquée justement cette fameuse meule. Ou des disques comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les disques de découpage, les disques, voilà, ce qu'on appelle le disque de disqueuse, mais en fait, on appelle plutôt ça une meuleuse d'encre. Une queue, c'est une meuleuse d'encre. Voilà, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça dans les magasins de bricolage ou de bricolage. Meuleuse d'encre. Mais en fait, les ouvriers ils parlent plutôt de disqueuse. Une disqueuse nécessite un disque, le disque en diamant. Mais c'est pas du diamant pur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est du diamant qui est, voilà, c'est des poudres de diamant.
on va dire ça comme ça, pour pouvoir, voilà, faire une découpe sur, des pierres. Alors, les pierres, ou du béton ou des briques. Alors les pierres, on les trouve bien sûr dans les pierres. Donc dans les pierres, on a des machines, des grosses machines, voilà, qui découpent, hein, qui peuvent découper, voilà, on peut découper ce qu'on veut, hein, du marbre, du schiste, voilà, tout ce que vous voulez. Dans les pierres, il fallait chercher des pierres données sous forme de gabarit, de gabarit, pour pouvoir être exploité par, voilà, des spécialistes pour fabriquer voilà, des monuments funéraires ou autres, hein, ou dans les habitations, voire dans des palais des palais spéciaux, palais de congrès ou des palais, mettre, voilà, on peut mettre, du schiste, voire du marbre, ce que vous voulez. Voilà. Donc, les découpeuses d'angles permettent de découper le schiste, le, le marbre et ainsi de suite. Et toutes des pierres spéciales, des pierres spéciales. Et donc, ces disqueuses, ben, ils ont du diamant. Ils ont du diamant. Là, pour parler, vous parlez du graphite, un graphique, hein, c'est pas un graphique, c'est un graphique. Graphique, vous retrouvez le graphite pour écrire quand vous écrivez au crayon, c'est du graphite. Vous écrivez au graphite, c'est une mine de carbone. Voilà, voilà. On va dire que c'est du carbone qui est cristallisé. Aussi, hein, il est cristallisé, parce que c'est une forme cristalline, hein, le graphite. Bon, vous savez très bien qu'il est moins opaque, et noir. Bon, je peux vous dire que c'est une matière molle et onctueuse. Et on le trouve en grande quantité, bon, en Europe, hein, on peut trouver ça en Europe, notamment, je sais pas moi, en Angleterre, on peut trouver il y a du graphite en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, etc., etc. Alors sachez que quand on trouve, voilà, euh, on peut trouver des filons de carbone sur tout un territoire, hein, sur tout un territoire. Par exemple ici, les filons de charbon, par exemple, si on prend la Belgique, les filons de charbon, bon, là, du nord de la France, et on monte jusqu'en Allemagne pour trouver des filons de charbon, hein. Donc, c'est pour vous dire que la Belgique est un pays très riche en, en charbon. En charbon. Maintenant, pour l'usage qui en est fait, ça, c'est une autre histoire. Bon, les gens ils ne veulent plus utiliser le charbon parce que, ouais, bon, pour certaines raisons. Il y a du charbon qui était moins cher dans d'autres pays, ça c'était des raisons, mais il y a une autre raison, c'est que le charbon, pour l'exploiter, ça crée des maladies. Et en plus de ça, ça pollue l'atmosphère. Vous aurez compris que sortir du charbon, c'est sortir du carbone et c'est rajouter du carbone sorti de terre pour le ramener dans l'atmosphère. Donc ça pollue l'atmosphère, puisqu'on a des équilibres de carbone qui va se faire dans l'atmosphère et donc ça va ramener de la pollution. Maintenant, ça c'est, on peut en discuter. C'est discutable, hein. C'est discutable. Parce que maintenant, on peut faire aussi des filtres, des gros filtres. Ouais, je veux dire, OK, du pétrole, du charbon, voilà, mais encore faut-il pouvoir être capable d'en faire. Voilà, parce que le charbon, OK, du pétrole, ben, encore faut-il être capable, sans dire que ça va coûter ou quoi ou qu'est-ce, parce que écoute, je regarde l'intelligence artificielle, ça coûte énormément. Je regarde l'informatique, là, les systèmes d'exploitation, ça coûte énormément. Pour monter des puces, ça coûte énormément. Donc on peut pas se cacher, se voiler en face, derrière un argument qui est faux, qui se dit, bon, c'est coûteux, bon, on ne le fait, on ne le fait pas. Bon, ça c'est un argument de facilité, on va dire. Alors, je disais que on a des filons de charbon en Allemagne, hein, bien sûr. On peut trouver facilement du graphite en Allemagne et en Autriche. Euh, Comme je l'ai dit, utiliser ce que on peut le plus percevoir pour le graphite, c'est la fabrication des mines de crayon. Bien sûr, on peut le trouver dans euh, des pesées pour l'électrolyte et on peut aussi le trouver en galvanoplastie. Le graphite, on peut le trouver en galvanoplastie. Maintenant, tout dépend. Ceux qui utilisent ça, ils savent bien dans quel domaine on l'utilise, hein, parce que bon, il faut en avoir une base pour savoir quoi il peut servir. Tous les usages du graphite, je m'excuse, du graphite, si on travaille dans un domaine, hein.
parce qu'il y a d'autres domaines, ils vont utiliser le graphite autrement. Voilà. Donc, tout dépend du milieu où on utilise le graphite pour savoir ce qu'on en fait du graphite. On va dire ça comme ça. Aussi, suivant la remarque que je viens de dire juste à l'instant, euh, je peux vous dire qu'il est utilisé comme lubrifiant. Alors, lubrifiant pur ou mélangé, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que il faut être dans le domaine ou si quelqu'un est dans le domaine, il a déjà utilisé le graphite comme lubrifiant, lui, il le sait bien. Pourquoi? Parce qu'il est dans ce domaine-là. Il a fait usage de lubrifiant fit et donc il le sait. C'est pas, c'est pas la connaissance de tout le monde, parce que tout le monde n'utilise pas des lubrifiants en graphite. Seuls ceux qui vont utiliser dans un domaine, un atelier, des lubrifiants en graphite, qui savent bien qu'ils utilisent du graphite, là, ils sont, bon, des personnes habilitées à savoir que le graphite est utilisé en tant que lubrifiant. Parce qu'ils l'utilisent comme lubrifiant. Alors, comme je dis, il s'utilise en lubrifiant pur ou mélangé. Alors, si on veut le mélanger, on va le mélanger avec de l'huile. On peut le mélanger avec de l'huile. Alors maintenant, je vais parler sous format amorphe. Souvent, ça, je viens de discuter sur la forme de saline. Ah, je vais parler sur. Alors, ok il y en a un que je n'ai pas mis, hein, c'est le noir animal. Hein. Donc, j'ai mis les houilles, le carbone, le charbon de bois. Je me suis arrêté à le charbon de cornu. Mais sachez qu'il y a aussi le noir animal. Hein. Voilà. Là, maintenant, le tout, c'est de savoir, sous forme amorphe, là, on en rencontre de nombreuses formes sous forme amorphe. Alors, tout d'abord, il y a les houilles. Alors, les houilles, vous savez très bien que ce sont des charbons qui sont fossiles, qui proviennent de la décomposition lente. Ah, attention que c'est une décomposition lente, mais c'est à l'abri de l'air. Hein. C'est à l'abri de l'air. Voilà, c'est à l'abri de l'air. Bon, sous-entendu à l'abri de l'air, dans le sol. Hein, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et donc, c'est une décomposition de matière organique. On va dire plantes et même animaux de la préhistoire. En général, c'est plus des plantes. Parce que avant, la végétation, elle était luxuriante. Luxuriante. Les arbres étaient immenses. On avait des arbres immenses. Euh, La végétation n'était pas celle qui était ici présente. Euh, Et donc, la végétation était pour des animaux consommateurs de végétaux. Donc, tout était fait pour, on va dire, mettre, bien sûr, l'essentiel vient des végétaux. Non, c'est vrai qu'on retrouve des mollusques, tralali, tralala, euh, des mollusques, toute une panoplie d'animaux qui existent auparavant, qu'on trouve sous terre, qui forment une couche de la terre, voilà, et qui se sont écrasés, parce que les couches, voilà, se sont mis les unes au-dessus des autres, et bon, en bas maintenant, voilà, des couches du temps voilà, de l'époque historique. Et ça, fatalement, on va retrouver énormément de végétation pourrie. Peut-être de toile pourrie, justement, c'est ce que je vous ai dit. Et, quand je dis pourri, c'est une décomposition lente. Hein. C'est une pourriture qui est à l'abri de l'air, voilà, qui se fait dans le sol, toute la matière organique. Alors, quand je dis matière organique, c'est végétaux et animaux. Mais principalement végétaux, parce qu'il y a, comme je vous ai expliqué, il y a plus de végétaux que d'animaux. Tout ça, de l'époque de la préhistoire, donc il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Aujourd'hui, ça nous donne du charbon et bien sûr du pétrole, hein, du pétrole aussi. Parce que voilà. Donc, alors, dans les houilles, je vais parler un petit peu des houilles. Euh, alors, je me rappelle que la Belgique était un pays avec beaucoup de charbon, hein, comme l'Allemagne, le nord de la France.
Bon, et on trouve des mines de houille en Chine, aux États-Unis, et tralali, tralala, et dans beaucoup de pays. Voilà, bon, parfois, il y a des pays où il y a plus de charbon que d'autres. On va dire ça comme ça. Alors, on pourrait se dire que le tout, c'est de photographier, dire, hum, de photographier un morceau de houille. Alors, parfois, quand on fait, enfin, on peut photographier, analyser, si vous voulez, un morceau de houille, on peut trouver des végétaux fossiles, hein, même imprégnés, même la roche, hein. Et donc, ça peut attester de l'origine, bien sûr, de l'origine de que les végétaux, et donc et forcément les animaux aussi, ont donné cette putréfaction qui a fait qu'on a du charbon. Alors parfois, on a vraiment de bons morceaux de végétaux qui peuvent être pris en photo sur, voilà, un morceau de houille. Alors dans les houilles, on peut avoir euh, l'anthracite, houille proprement dite, et on va dire, alors je ne sais pas si on dit là ou le, je ne me rappelle plus, euh, je dirais plutôt le lignite. Voilà, je me rappelle plus si c'est là ou la lignite ou le lignite. Je me rappelle plus. Je m'excuse. Bon, ça, il faudra voir si c'est au féminin ou au masculin, si c'est la lignite ou le lignite. Je n'en sais pas plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bon, j'ai oublié. Mais je vous demanderai peut-être d'aller voir de faire cette petite correction si c'est le ou la. Parce que je n'en suis pas sûr. Alors, bon, je prends un chemin. Je me dis c'est le. Pas le, c'est peut-être là. Si c'est le, tant mieux. Enfin bref, je me rappelle plus. Alors, tout c'est le pourcentage de carbone, hein. Vous l'aurez compris, hein, c'est en pourcentage de carbone. Celui qui est le plus riche en carbone, c'est l'anthracite. Lui, il fait plus de 90% de carbone. Lui, il fait plus de 90% de carbone. Plus de 90%. Vous aurez compris que la houille, c'est intermédiaire entre l'anthracite et le lignite. Euh, Lui, il est compris dans une fourchette de 80 à 90% de carbone. Et bien sûr, vous avez le lignite qui est plus de 75% de carbone. Alors maintenant, je parlais du carbone. Donc, bon, voilà. Donc, on a les houilles, on a le carbone. Comment on obtient le carbone? Pour l'instant, je parlais du carbone, en morceaux de carbone. Le carbone, lui, il est obtenu par distillation. Alors, ça se fait toujours en absence d'air, hein. Voilà. Quand on chauffe, voilà, en absence d'air, les composés riches en carbone, on a des matières volatiles qui s'en dégagent. Voilà, il y a des matières volatiles qui s'en dégagent. Et le résidu, ça va constituer du carbone plus ou moins pur. Donc, on fait une scission de matière, une scission de matière, et par la voie même, une récupération de matière pure.
Donc c'est le processus, c'est la distillation, hein, c'est rien d'autre que la distillation. Bon, c'est ça son but. Le but de la distillation, c'est d'aller chercher, voilà, scinder des matières et d'aller chercher, voilà, d'aller chercher dans un mélange, d'aller chercher des matières bien précises par, on va dire, c'est une espèce de, voilà, purification parce qu'on récupère quand même, voilà, une matière pure. Bon, on peut récupérer tout ce qu'il y a dans le solvant, tout dépend des températures, hein, de distillation. Alors, il faut aller chercher, voilà, la température voilà, des températures bien définies pour aller récupérer plutôt un élément qu'un autre. Alors tout va se jouer bien sûr entre chauffer, c'est-à-dire on va évaporer, on va passer d'une solution liquide à une solution gazeuse, et puis du gaz, on va récupérer, voilà, des résidus, les résidus qu'il nous faut. En refroidissant, bien sûr, on chauffe et puis on chauffe d'un côté, on refroidit de l'autre. Voilà. Et donc, on va récupérer du carbone plus ou moins pur, du carbone pur, par un phénomène qui est la distillation. Donc, pour ça, il faut aller rechercher des composés riches en carbone, hein. On a des composés riches en carbone, le tout, c'est, si vous voulez, d'extraire le carbone de ces composés riches en carbone. C'est d'en extraire le carbone de ces composés riches en carbone. Alors, sachez que le bois, qu'est-ce qui va donner le bois? Ouais, le bois, il va donner le charbon de bois. Donc, le bois, il va donner charbon de bois. Le bois va donner le charbon de bois. Alors, si le bois, il a beaucoup de carbone, hein, c'est une matière végétale. Alors, on a les houilles grasses, et elles vont donner euh, des coques utilisées en fonderie, dans les aciéries, euh, et ainsi de suite. Dans les hauts fourneaux. C'est dans les hauts fourneaux, le coke. Alors, je vous ai parlé du noir animal. Comment obtient-on le noir animal? Eh bien, c'est avec les os. Avec les os, on obtient ce qu'on appelle le noir animal. C'est du carbone. Avec des os, on récupère du carbone. Alors, on peut, avec la combustion des matières riches en carbone, on obtient ce qu'on appelle le noir de fumée. Donc, vous voyez que on récupère le carbone de ces façons-là. Donc, à partir du bois, à partir de grasse, à partir d'eau, je m'excuse, d'eau, et de combustion, et de matières riches en carbone on fait une combustion. Alors, quelles sont les propriétés? Tout à l'heure, je vous ai parlé des propriétés physiques, des formes cristallisées. Ici, je vais vous parler des propriétés chimiques, voilà, du carbone. Hum, donc, Il y a des siècles, voire encore maintenant, hein, on retrouve bien sûr de l'or au sol, de l'or dans les rivières, du diamant dans des roches, voire du diamant à l'extérieur des roches, hein. On peut trouver voilà. On peut trouver au sol.
Avant, on pouvait trouver aussi du charbon au sol. Et certains allaient extraire des terris, voilà, du charbon. Ils extraient du charbon des terris. Donc, voilà, il reste si ça, terri, ça reste voilà, une matière à forte densité de carbone. Donc, il y en a qui récupèrent, voilà, dans des terris, ils vont aller chercher un petit peu de charbon pour se chauffer ou pour, voilà, on peut toujours faire ce genre de travail. Pourquoi pas? Le tout, c'est de monter dans le terri, d'aller chercher les bons morceaux de charbon. Alors, c'est pour vous dire que on pouvait trouver tout à même le sol. Maintenant, quand on a des terres qui sont fortement exploitées, eh ben, il faut descendre un peu plus bas pour aller chercher voilà, des minerais. Aller chercher les minerais, s'ils sont plus à même le sol, euh, il faut descendre un peu plus bas. Ou aller, voilà, il faut descendre un peu plus bas dans le sol. Ou aller dans d'autres contrées où on trouve à même le sol, voir s'il faut creuser un petit peu, ça va, mais s'il faut creuser très bas, ça coûte, hein. Parce que creuser, ça coûte. C'est des machines, c'est des ouvriers, c'est tout un système, voilà, mettre sur place. Et donc c'est coûteux. Et quand c'est coûteux, on préfère aller vers d'autres mines qui sont moins coûteuses. Hein. Il y a des sociétés voilà, qui font de l'exploitation minière et qui s'intéressent plus à des endroits où c'est moins coûteux à, à réaliser que des endroits où c'est plus coûteux. C'est évident. Une question économique. Alors, le carbone, les combustibles, ça vous le savez, on est combustible. C'est-à-dire qu'il on brûle de deux façons, suivant les conditions dans lesquelles, bien sûr, il se trouve le carbone. Euh, Alors, vous savez, connaissez la réaction, hein. Soit on a le carbone, selon les conditions, quand je dis les conditions, c'est conditions de pression et de température. Bon, ici, je prends à basse température. Si on est à basse température, ou si on est à haute température. Bon, ici, c'est l'équivalent au peu d'oxygène, hein, peu d'oxygène. Alors que bon, là-bas, c'est à basse température, on va dire, et dans un excès d'oxygène. Vous savez très bien que le carbone, là, en excès d'oxygène, va donner le CO2. On aura C plus O2, de l'avoir le CO2, le dioxyde de carbone. Le carbone est combustible en présence d'un excès d'oxygène. Il donne du dioxyde de carbone, CO2. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce CO2? Vous le connaissez, hein, ce CO2, pour ceux qui, ah, surtout maintenant, à l'époque, en 2026, bon, avec le nombre de véhicules qui se trouvent sur malgré qu'on a des voitures moins polluantes, mais on a quand même de la pollution au CO2. Si on passe à côté d'une usine qui dégage des fumées, bon, maintenant, attention aux fumées, parce que fumée n'est pas forcément, euh, je veux dire, fumer n'est pas forcément composé que de CO2, hein. On peut avoir d'autres substances encore beaucoup plus nocives et respirer des fumées, ça peut être très, très nocif. Donc, moi, quand quelqu'un est pris dans un incendie, bon, les fumées, elles sont fort chaudes. Déjà, de un, ça peut brûler les poumons. Et en plus de ça, ça ça peut asphyxier une personne. Voilà, et ça peut, trop de CO2, ça peut, voilà, faire évanouir la personne, hein. S'il y a un incendie, la personne avale trop de CO2, elle peut s'évanouir, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, et surtout si les fumées sont chaudes, ça brûle les poumons. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Et en plus de ça, les fumées, on voit plus rien. Quand il y a des fumées dans une habitation, on ne sait plus où.
On est plus comme on est pris au piège. On ne sait plus où sont les portes de sortie, on ne sait plus. Voilà, on peut plus rien. On voit plus rien. Voilà, en plus de ça, on est asphyxié. La seule idée qui vient à l'esprit, c'est de sortir. Quand on est pris au piège pour sortir, c'est difficile, hein. Voilà, donc maintenant, on sent que c'est la fin d'existence. C'est son dernier film, ses dernières images. On se verra la fin d'un film qui est voilà, un incendie d'habitation. Enfin, chacun a sa fin de vie. Mais quelqu'un qui est pris dans un incendie, bon, vous allez dire, c'est ce qu'il verra. Il va avaler beaucoup de fumée, il va tomber voilà, dans les pommes, il ne saura pas sortir. Et voilà, il va être asphyxié par les fumées. Avant d'être brûlé par, je veux dire, par les flammes. C'est d'abord les fumées qui font le gros du travail de, voilà, le gros du travail macabre. Le travail macabre, c'est les fumées qui le font avant les flammes. Alors, le CO2, vous savez très bien parce que si vous allez l'extérieur, vous allez sentir les voitures, enfin, vous allez sentir la pollution. Si vous faites du vélo dans un environnement pollué avec de nombreuses voitures qui passent, notamment dans un carrefour, voire sur une route fort fréquentée, hein, vous allez avoir cette odeur, et on va dire une saveur aigre. C'est une saveur aigre. Alors, le CO2, aigre parce qu'il est acide, hein. CO2 acide. C'est une odeur acide. On va dire ça comme ça. C'est une odeur acide. Et bien sûr, celui qui respire trop d'oxygène dans le corps, s'il a une forte dose d'oxygène, il peut avoir ce qu'on appelle il peut mourir dans les 24 heures ou les 48 heures à cause de trop de CO2 dans le sang. Parce que le sang va devenir acide à cause du CO2, de ce CO2-là. Et c'est ce qu'on appelle une, je sais plus le mot. Enfin, je me rappelle plus du nom. Je me rappelle plus du nom. C'est euh, je me rappelle plus du nom. Enfin, la maladie, c'est beaucoup de gens en meurent. Le fait d'avoir respiré trop d'oxygène, avec un appareil oxygène, ben, ça peut ramener voilà, trop de CO2 dans le sang et donc le sang qui est acide et donc la personne peut en mourir. Donc, comme je l'ai dit, le CO2, c'est une odeur piquante et une saveur aigre. Lui, il se dissout légèrement dans l'eau, hein. Euh, et le CO2, lui, il est incombustible, hein. Il est incombustible et il est liquéfiable. Alors, sa détente brusque, si on a une détente brusque, ça provoque ce qu'on appelle la neige carbonique, à moins 55 degrés Celsius. Ça, c'est quand on a une détente brusque. On a cette fameuse neige carbonique, ah, qui est une détente brusque du CO2. Alors ça, c'est pour à basse température et dans un excès d'oxygène. Voilà. Voyons voir maintenant à haute température ou dans un peu d'oxygène. Là, vous aurez compris que on va obtenir du CO, qui est un gaz très dangereux, hein. Très dangereux. Beaucoup de gens meurent de ce fameux CO quand il y a une mauvaise combustion. Alors, l'équation, c'est le carbone plus toujours de l'oxygène donne du CO. Alors, il faut l'équilibrer, bien sûr, hein. Alors, si vous voulez l'équilibrer, c'est plus la même équation parce que on a deux oxygènes d'un côté, il faut deux gauche, il faut deux oxygènes à droite. Et là, d'office, j'ai deux carbone, donc il faut, à droite, donc il faut que je mette deux carbone à gauche. Voilà. Et donc là, c'est à haute température, avec peu d'oxygène. Voilà. Quand on a peu d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a du CO. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir, il faut mettre des capteurs assez hauts pour ceux qui font des appareils chauffants, des appareils chauffants, voilà, ils doivent toujours, voilà, vérifier le taux de CO dans l'habitation. Ça dépasse un seuil critique, je veux dire, il, il faut faire un entretien de l'appareil, voire une réparation de l'appareil.
Alors je rappelle, il faut bien placer un capteur parce que le CO justement, c'est un gaz inodore et incolore, hein, donc on ne le sent pas et il n'est pas visible. Et je peux vous dire que il est très toxique ce gaz, hein. C'est un gaz très toxique parce qu'en fait, il suffit, on va dire de 1/100e de ce gaz qui est le CO dans l'air, qui sont mortels, hein. 1/100e suffit, hein. 1/100e suffit. C'est pour ça que on demande de placer des capteurs au CO pour pouvoir, voilà, s'alarmer en cas de présence de CO avec une quantité infime. Il faut un détecteur de CO. Oui, j'ai trouvé la maladie tout à l'heure. Enfin, quand on respire trop d'oxygène, de CO2, je m'excuse. Oui, trop d'oxygène, ramenant du CO2 via une machine, hein, ceux qui sont sous respirateur artificiel avec une bonbonne, si vous mettez trop en oxygène, ça va. Voilà, ça va ramener trop de CO2. On peut attraper ce qu'on appelle des carbonarcoses. La maladie, et on peut en mourir au bout de 24 heures. Hein. En gros, narcose. Ça, c'est trop de CO2 dans le sang et donc ça acidifie le sang. Alors, vous savez très bien que on a aussi la respiration et la chaleur chez, bien sûr, les êtres vivants. Si je prends par exemple la respiration, ça provoque chez tous les êtres vivants c'est une combustion. Une combustion qui procure bien sûr de la chaleur et de l'énergie pour l'organisme. Dans le règne animal, le combustible est fourni par la nourriture qui est proposée, bien sûr, en grosse partie, on dirait essentiellement, carbone. Hein. Voilà. Par la respiration, les êtres vivants enlèvent l'oxygène à l'air et lui restituent du CO2. Et on va dire pour cet échange, l'air atmosphérique deviendrait vite irrespirable si un autre phénomène ne venait rétablir l'équilibre. Bien sûr, c'est le phénomène, vous l'aurez compris, de la photosynthèse. Hein. Et par l'action de la lumière, de la chlorophylle et de l'eau, ben, les plantes vertes assimilent le CO2, elles transforment en hydrate de carbone. Bien sûr, en oxygène. Et vous aurez compris que l'excès d'oxygène est rejeté dans l'atmosphère et les hydrates de carbone vont à nouveau être brûlés lentement dans l'organisme pour donner chaleur et énergie, se retransformer en CO2. Bon, vous aurez compris ce que je viens de raconter, c'est le cycle du carbone et cycle de l'oxygène dans, on va dire, l'atmosphère. C'est-à-dire, en gros, c'est un équilibre, hein. C'est un équilibre qui va avoir, parce que c'est vrai que rejeter trop d'oxygène, rejeter trop de CO2, ça viendrait. Il y a toujours un équilibre qui s'établit. Hein. Alors, ce que je viens de raconter, je peux le mettre sous forme d'un schéma. On a un instant, bon, je partirais. euh, bon, je vais d'abord faire le cycle du carbone. C'est un équilibre, hein, cycle, parce que justement, c'est équilibré. S'il y avait plus de cycle, à ce moment-là, on aurait plus de carbone. S'équilibre, c'est qu'il y a le cycle de l'eau, tout s'équilibre. Il y a beaucoup de matière qui s'équilibre. Le tout, c'est de pas trop rejeter trop dans la nature pour éviter justement un déséquilibre. Mais en général, il y a un équilibre qui se fait, un équilibre dynamique. Donc on a ici une combustion, je peux mettre la combustion ici, et là je pourrais mettre une combustion, une décomposition.
Là, je vais mettre la digestion. Là, je mettrai une photosynthèse. Alors, je vais faire le cycle du carbone. Donc ici, j'ai dit que j'allais mettre les combustions. Si on va mettre la décomposition, si je vais mettre la photosynthèse, et c'est une régulation en fait, hein. Il y a un système de consommation, un système de restitution. Donc là on va dire c'est une régulation. Donc, il y a un cycle régulatoire. Alors, où trouve-t-on le carbone animal? Ça, c'est une belle question qu'on peut poser, hein. Je veux dire, où trouve-t-on le carbone? Tout, c'est de pouvoir placer les carbones. Parce que le carbone, bien sûr, il y a un carbone organique et le carbone minéral. C'est-à-dire qu'organique, c'est le carbone animal et végétal. Je peux vous dire que une décomposition de matière minérale, je m'excuse, oui, minéral, c'est-à-dire végétal et animal, va donner le carbone minéral. Donc ici, on va retrouver le carbone minéral. Voilà, ça, c'est le carbone minéral est ici. C'est une décomposition. Attention qu'il y a un sens, hein. Petit instant, je vais mettre le sens. Le carbone minéral, il est ici. Je vais mettre les flèches dans un petit instant. Je vais pas mettre les flèches. Je n'arrive pas à mettre les flèches. Voilà. Problème technique, mais enfin bref. J'essaie de le faire. Alors, je sais pas si je vais le faire correctement, mais on va essayer de dessiner une flèche. La flèche, bien sûr, vous aurez compris qu'on a une décomposition qui va se faire dans ce sens-là. La flèche, elle fait la décomposition va donner le carbone minéral. Va donner le carbone minéral. Ce carbone minéral, bien sûr, par combustion, je m'excuse, par composition. Par combustion, va donner du CO2. Il va donner du CO2. C'est-à-dire qu'ici, on aura du CO2 qui va se créer. Voilà, le carbone va se transformer par combustion en CO2. On va dire ça comme ça. CO2, je vais le mettre là. Toujours avec notre fameuse flèche, parce que c'est un cycle, il tourne toujours dans le même sens. Donc, je vais faire tourner comme ceci. Voilà le sens de rotation. Donc, fabrication, ce carbone minéral va créer, va ramener du CO2. Alors, je rappelle que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, que ce soit au niveau matière ou que ce soit au niveau énergie.
Alors le CO2, par photosynthèse, va donner le carbone végétal. On aura un carbone végétal. Par la photosynthèse. Voilà, à travers du CO2, on a du carbone végétal. Et bien sûr, carbone végétal, après digestion, ben, on a du carbone animal. Carbone animal. Voilà, et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Je vais remettre une flèche, et puis, et ainsi de suite. Bon, bon, maintenant, pour former du carbone minéral après décomposition, au niveau du sol, il des millions d'années, hein. C'est une histoire de millions d'années. Alors, bien sûr, à partir du carbone végétal, on peut retransformer en CO2. En CO2. Et le carbone animal, on peut avoir du CO2 par la respiration, à travers de la respiration. Ça, c'est le cycle du carbone. C'est le cycle du carbone. Donc, tout ce qu'on retrouve ici, on va retrouver du CO2 par le cycle du carbone. Maintenant, le CO2, on peut aussi l'avoir par le cycle de l'oxygène, hein. Si je fais le cycle de l'oxygène, petit instant, là, donc, par exemple, si je vais dessiner un animal, par exemple, une vache, par exemple, hop. Bon, je n'ai pas bien dessiné l'animal, mais enfin bref. Ici, je vais dessiner une plante. Bien sûr, il me faut le soleil, évidemment, puisque c'est l'énergie rayonnante, hein. L'énergie rayonnante, elle est ici, d'où d'où l'utilité très grande du soleil pour nous éclairer, pour nous chauffer, pour amener l'énergie nécessaire et pour faire fonctionner la vie en général. Sans soleil, on n'est rien. L'énergie rayonnante va rayonner, bien sûr, sur les êtres vivants, notamment les plantes. Je me rappelle que pour les êtres vivants, ça ramène beaucoup de choses, hein, beaucoup de bénéfices, notamment la vitamine C. La vitamine C. Et là, je vais créer mon cycle.
où est l'oxygène, où est le CO2, bien, on a une combustion de chaleur animale, ici, hein. On a notre énergie rayonnante, et bien sûr, vous aurez compris qu'on a l'oxygène, ici, et le CO2 de l'autre côté. Voilà. Alors, quelle est l'énergie rayonnante ramène à la plante dans ce sens-là, ça c'est évident. Mais une plante va ramener l'oxygène. L'oxygène va être là, utilisé comme combustion de chaleur animale, qui va produire du CO2, et ce CO2 va retourner à la plante. Vous voyez, si on a au fond le CO2 par les animaux, et donc il y a bien régulation de voilà. Là aussi, on a une production de CO2. Une production de CO2. Une production qui est reprise par les plantes, hein. Ici, la production de CO2 est reprise par les plantes. La plante va créer de l'oxygène. La plante va créer de l'oxygène. Hein. Puis l'oxygène inhalé par l'animal va créer une combustion de chaleur animale pour ressortir du CO2. Il inspire de l'oxygène pour ressortir du CO2. Quand je dis la vache, j'ai mis une vache, j'aurais pu mettre l'être humain, hein. L'être humain, bon, on fait ce travail-là, quoi. Animal, l'être humain est un animal intelligent, mais donc ça, il respire, et, bon, pour autant qu'il vive, bien sûr, parce que s'il est mort, il ne sait plus respirer. Bon, il respire de l'oxygène, il inspire de l'oxygène pour expirer du CO2. Et le CO2 est reprise par une plante qui, avec bien sûr l'énergie rayonnante, fabrique de l'oxygène. Là, vous avez vraiment le cycle, ce qu'on appelle le cycle de l'oxygène. Donc, il y a une régulation, il y a un équilibre. Dans tout ça, il y a un équilibre. Donc, vous voyez, ça, c'est le cycle de l'oxygène. Bon, production de CO2 par, et bien sûr, qui est extrait de normal, c'est-à-dire, il expire le CO2. Le CO2, bien sûr, est repris par les plantes, et avec l'énergie environnante, fabrique de l'oxygène. Et juste avant, j'avais vu le cycle du carbone. Voilà, et à ma base, ici, c'était de voir le carbone. Et ici, le carbone, vous voyez que le carbone, ici, va devenir du CO2 par combustion. Le carbone va devenir du CO2 par combustion. Le carbone va devenir du CO2 par combustion de carbone minéral. Bon, carbone minéral, c'est tout qui va être utilisé en carbone, hein. Euh, le pétrole fait office aussi de carbone. Donc là aussi, on aura du CO2, provenant de carbone minéral aussi. Ah, de carbone ouais, provenant du pétrole. C'est ça que je veux dire. Le carbone, le carbone du charbon et le carbone du pétrole. C'est ça comme ça. Et tout carbone, qu'il soit du pétrole ou du charbon, va ramener une pollution au CO2. Maintenant, le tout, c'est qu'il y ait un équilibre. Alors, il faut, pour avoir un équilibre, avoir une photosynthèse, hein. Voilà. C'est-à-dire refaire un cycle, et c'est la photosynthèse. Voilà, c'est-à-dire qu'il doit avoir beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes,
voilà, pour retransformer le CO2 en carbone végétal. Et bien sûr, dans le cycle, il faut que le cycle se fasse, c'est-à-dire qu'il y ait une digestion de ce carbone végétal, carbone animal. Il faut qu'il y ait une digestion, ce carbone végétal. Donc il faut qu'il y ait une consommation. Donc, pour que, on va dire, ça tourne, pour qu'on puisse dire que ça tourne convenablement, il faut que tout se fasse dans les règles de l'art, enfin, dans les règles du cycle, dans les règles du cycle. Parce que si la digestion ne fonctionne plus, hein, si vous enlevez la digestion, là vous avez un déséquilibre, hein. Donc il faut que la digestion se fasse. Là, comme dans et ça, il faut que tous les éléments soient présents. Parce que si vous enlevez la décomposition, je veux dire, le cycle n'y est plus. Donc il faut que le cycle ait lieu, il faut qu'on ait une décomposition, une combustion, une photosynthèse, une digestion. Donc c'est pour ça que bon, le CO2, s'il y a trop de CO2 dans l'air, ben, il faut remettre voilà, des arbres et des végétaux pour pouvoir produire la photosynthèse, pouvoir produire la photosynthèse. Alors, maintenant, ici, j'ai fait carbone animal au CO2, j'ai une respiration. Alors, je peux mettre la même chose de l'autre côté. Je peux faire une ligne directe entre celui-là et celui-là, et vous aurez compris que c'est là, on peut appeler ça une alimentation, hein. C'est l'alimentation. C'est une alimentation. Les animaux vont manger directement des végétaux. C'est l'alimentation. Pour d'autres propriétés chimiques du carbone, bon, ça c'est terminé pour les cycles. On sait bien que le carbone est réducteur. Ouais. On va dire que le carbone à haute température, il s'unit à l'oxygène, qui vient bien sûr des oxydes, pour libérer le métal. Donc il est réducteur. Il libère le métal. Alors, dans les aciéries, on utilise beaucoup, voilà. Dans les aciéries, justement, c'est ce qu'on fait, hein. On récupérer certains constituants. Là, on va provoquer des réactions de réduction, voilà, qui vont réduire l'élément métallique. Et donc, en haute température, hein, les métaux sont les métaux à haute température, hein, s'unir à l'oxygène, les oxydes, pour libérer le métal. Je m'excuse, c'est pas les métaux, c'est le carbone. Donc, à haute température, le carbone s'unit au métal, justement. Non, s'unit à l'oxygène. S'unit à l'oxygène, je m'excuse. S'unit à l'oxygène. Justement, le carbone s'unit à l'oxygène. Je vais mettre une réaction, hein, petit instant, parce que je suis en train de réfléchir à ce que je raconte. Le carbone s'unit à l'oxygène. euh, L'oxygène des oxydes, hein, voilà, pour libérer le métal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, que le carbone est réducteur. Le carbone est réducteur. Alors, je vais mettre un exemple. Je pourrais prendre, par exemple, un oxyde métallique, par exemple, du CuO, l'oxyde de cuivre. Là, je vais
heu, voilà, fait réagir avec du carbone, eh bien, on va en retirer justement le cuivre. On va purifier le cuivre, puisque justement le carbone est réducteur. Donc on va récupérer le cuivre, on va le purifier, mais le problème on a un problème parce qu'on va avoir du CO. Ouais. Le tout, c'est de savoir exploiter, voilà, ce CO. Voilà, ça c'est le carbone. Non, si je prends, notre propriété chimique, avec les métaux, à haute température, bien sûr obtenus dans des fours électriques, hein. Alors, les fours les fours existent depuis, mmh, très longtemps, hein, très longtemps. Il y a eu différents types de fours et les fours, c'était, je veux dire, des un art exploité par, divers, artisans, pour pouvoir construire les fours adéquats à des spécificités techniques, hein. Donc les fours, il en a eu toute une panoplie, hein. Et non, on n'en connaît plus. Beaucoup de fours ont disparu. Beaucoup de fours ont disparu. Alors, si je parle d'un des fours les plus connus, c'est le four Martin Siemens, hein. Et lui, il est fort connu, voilà, dans les aciéries. Euh, donc, comme je disais, à haute température, obtenu dans des fours électriques, le carbone, et certains métaux donnent ce qu'on appelle des carbures, hein. Voilà, les carbures. Voilà, c'est le carbone avec des métaux. Alors, on a ce qu'on appelle le carbure de calcium, le carbure d'aluminium. Ces deux-là, par exemple, ils se décomposent en présence d'eau, vont donner des gaz combustibles. Alors, ça va donner l'acétylène. On peut avoir des gaz combustibles tels que l'acétylène, voire l'acétylène qu'on retrouve voilà, en soudage, hein. Vous avez soudé, vous allez retrouver l'acétylène. On peut avoir aussi du méthane. Voilà, l'acétylène, du métal. Alors, je vous ai parlé ici des carbures de calcium et d'aluminium, hein. Sur de calcium, carbure de calcium, carbure d'aluminium, et bien sûr d'eau. Voilà. Donc, il faut une présence d'eau. Donc, l'hydrogène proviendrait de là, hein. De l'acétylène, il y a de l'hydrogène. Voilà. Et dans le méthane, il y a de l'hydrogène. Donc, il faut une présence d'eau. Donc, on a bien des gaz. Je rappelle que c'est des gaz combustibles, hein, l'acétylène et le méthane. Ah, je rappelle que l'acétylène, on le retrouve en soudure. On a des bonbons d'acétylène et certains soudent à l'acétylène, au gaz d'acétylène. Alors, il y a des carbures, d'autres types de carbures qui sont très durs. Ils sont très durs euh, et qui sont difficilement fusibles. Et, difficilement, on fait ça fond difficilement. Ceux-là, justement, on les utilise comme abrasifs, comme isolants, isolant thermique, hein, sur les fusées, voilà. Isolant thermique sur les fusées, isolant thermique sur les missiles et les navettes spatiales ou comme point d'outil. Par exemple, je prends un exemple, c'est le carbure de silicium, qu'on appelle le borandum, le carbure de tungstène. Le carbure de tungstène qui est le Widia. Alors vous savez très bien qu'il y a voilà, des outils Widia. Il y a des outils Widia. Voilà. Carbure de tungstène qui est Widia. Il y a des outils Widia, justement, parce que justement, c'est costaud. C'est des outils costauds, notamment comme pointe d'outil.
Par exemple, je pense aux mèches de foreuse, mèches de foreuse. Je vous remercie.